Retour à une semaine dans le monde, toute l'actualité de la semaine vue par nos éditorialistes. Avec nous aujourd'hui Isis Ascoberetta, chargé de projets éditoriaux à Cartooning for Peace. Également avec nous Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Marc Semo, journaliste au Monde, chargé des questions diplomatiques. Et Alberto Toscano, correspondant à Paris pour le quotidien Italia Oggi. Il en avait fait un enjeu personnel. Moi ou le déluge, Matteo Renzi, il joue sa survie à la tête du gouvernement italien dimanche en cas de victoire du non au référendum sur sa réforme constitutionnelle. Il l'a déjà prévenu, il démissionnera. Pourtant, cette réforme, il l'admet, elle va bien au-delà de son cas personnel, en donnant plus de pouvoir au président du Conseil, mais aussi en rognant les prérogatives du Sénat. Elle doit rendre enfin l'Italie gouvernable en mettant fin à l'instabilité chronique. Pensez à plus de 63 gouvernements depuis 1948. Écoutez Matteo Renzi défendre sa réforme. Dimanche prochain, nous avons la chance, en votant oui, de supprimer les obstacles qui entravent notre pays. L'Italie commence avec plus de difficultés que les autres pays européens et ces difficultés sont tout simplement incompréhensibles. Nous avons un système qui, dans le passé, a été pensé plus pour bloquer que pour faire fonctionner les choses. Nous avons une démocratie bloquée avec le droit de veto. Si le non l'emporte, rien ne changera. Aucune réforme constitutionnelle ne sera faite pour les 20 prochaines années. Alors, on a interrogé Alberto Toscano en premier sur la France. Je vais interroger en premier Marc Semo, cette fois sur l'Italie. Il a eu tort de lier son sort personnel à cette réforme constitutionnelle. Je pense que oui. Le problème des référendums, c'est quel que soit l'intérêt de la question posée et sa légitimité, c'est évident qu'une réforme constitutionnelle était nécessaire en Italie, les gens iront voter non pas sur la réforme elle-même, mais sur Matteo Renzi. Et c'est un coup de poker assez hasardeux. Lui, il a lancé ça il y a quelques mois, quand il était encore au fait de sa popularité. Pour simplifier, Matteo Renzi, c'est un programme qui est finalement assez proche de celui qu'aurait voulu faire François Hollande, avec des méthodes totalement différentes de François Hollande, oui. Et ça avait marché. Un Jobs Act notamment. Il a réussi une réforme du Code du travail qui est exemplaire, qui va bien au-delà de ce qu'a été en France la loi El Khomri, qui a été soutenue, malgré les grandes manifestations, etc., ne serait-ce que parce qu'on supprimait le CDD. Il y avait des contrats avec protection progressive, c'était politiquement très fort. Lui-même s'est proclamé le rotamator, celui qui détruit, qui envoie à la casse la vieille classe politique. Donc ces méthodes ont marché, et puis brusquement, notamment parce que l'économie est en panne, notamment parce qu'il y a une pression migratoire qui reprend énormément en Sicile au sud depuis la fermeture de la route des Balkans. Pour toutes ces raisons, brusquement, il y a eu une espèce de basculement de l'opinion publique. Et là, aujourd'hui, les sondages, alors dans la dernière semaine, il n'y a pas de sondage, mais juste avant, les sondages étaient quand même très mauvais, genre 54 pour le non, 46. Et une crise en Italie risque d'être extrêmement, après le Brexit, extrêmement dure à gérer pour les Européens. C'est mal parti, Alberto Toscano, pour le référendum. C'est difficile pour Renzi. Ceci dit, Renzi a mis beaucoup d'eau dans son vin. Il y a quelques mois, il avait dit « si je perds, je quitte la vie politique ». Aujourd'hui, évidemment, il dit « si je perds, je démissionne ». Ça va de soi. Si le non gagne, Renzi doit démissionner. Mais il y a des possibilités. En Italie, on peut trouver des solutions. Deux choses, il faut remarquer. La première est que l'Italie a besoin absolu d'une réforme constitutionnelle parce qu'il y a cette parité absolue de rôles et de fonctions entre les deux chambres élues à suffrage universel. Or, c'est une situation, c'est une anomalie dans une démocratie. Il y a des situations de blocage et de perte de temps dans les travaux parlementaires, en plus que de gaspillage. Donc, une réforme qui change un peu le rôle du Sénat, disons, dans une direction à la française. Et une réforme opportune et nécessaire, et c'est le cas. L'autre problème est aussi... Pardon, mais si cette réforme est aussi nécessaire, comment les partis, et ils sont nombreux qui s'y opposent, parviennent à justifier leur opposition à ça? Justement, l'autre problème est le caractère absolument hétérogène de ceux qui s'y opposent, qui, dans certains cas, font du pur populisme, comme dans le cas du mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo. Dans certains cas, expriment une attitude d'extrême droite. Marc disait justement le problème de l'immigration. La Ligue du Nord fait une campagne xénophobe et justifie cette campagne du non à la réforme à partir de l'accusation au gouvernement d'accueillir les migrants. Et il y a aussi des protestations d'ego dessus. Massimo D'Alema, homme de gauche, qui se retrouve mis en difficulté, marginalisé, passe lui par
Matteo Renzi, et qui fait une campagne virulente pour le non, avec la Ligue du Nord, avec l'extrême gauche, l'extrême droite, Berlusconi, tous un cartel du non qui peut dire non, mais qui n'est pas capable de dire oui à quelque chose, qui ne peut pas exprimer un programme. Donc là, il y a l'autre élément de contradiction de cette élection. D'un côté, le fait qu'il y a besoin d'une réforme électorale, d'une réforme, constitutionnelle, de toute façon, peut-être pas celle-ci, mais il y en a besoin. Et de l'autre côté, le problème que le cartel du non n'est pas en mesure d'exprimer une alternative de gouvernement. Ziad, l'Europe s'inquiète. Est-ce qu'on joue à se faire peur après le Brexit ou est-ce qu'il y a vraiment un risque face à un blocage de l'Italie ? On ne joue pas à se faire peur. Il y a un risque systémique parce que... C'est un risque propre à l'Italie ou est-ce que ça peut avoir des répercussions ailleurs ? Déjà, on aimerait bien qu'il y ait une bonne nouvelle. Je ne sais pas si c'était une bonne nouvelle dans l'absolu, mais la séquence commence à devenir difficile. Brexit, Trump, on ouvre un peu, peut-être l'Autriche, etc. Donc si les Italiens pouvaient envoyer un bon signal. Ce qui est très dommage dans cette histoire, moi j'ai appris beaucoup de choses en écoutant Alberto. Il y a aussi des gens, j'ai lu par exemple dans The Economist un éditorial qui s'oppose à la réforme sur des considérations très politiques, en disant grosso modo Matteo Renzi a raison de chercher une réforme et d'aller au référendum, mais il aurait fallu un meilleur texte. Et ce texte n'est pas bon. Et en particulier, je crois que c'est l'histoire du fait que le premier parti... Ça, c'est pas le référendum. Oui, enfin bon. Ça, c'est pas soumis à référendum. Je ne sais pas, mais en tous les cas, il y avait la prime au vainqueur. D'accord. Le deuxième, le fond derrière tout ça aussi, c'est la crise des banques. C'est-à-dire que le système tient tellement sur deux béquilles en ce moment, d'une manière générale, sur l'Union européenne, qu'il ne faudrait pas qu'une crise politique en Italie amène une crise bancaire qui elle-même aurait un impact direct sur l'euro, etc., etc. Donc voilà, l'Europe a besoin d'Italie, ça c'est très clair. Non, mais le vrai problème, effectivement, il y a cette loi électorale qui n'est pas soumise à référendum, qui donne une prime de majorité au parti qui arrive en tête. Et la vraie peur de cette élection, c'est que le parti en embuscade, qui est aujourd'hui la première force politique de l'Italie, c'est le Movimento 5 Stelle, le mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo, qui est un parti bizarre, c'est un mélange de Mélenchon, du Parti des Pirates et de Marine Le Pen. Bon, ce parti... Un vrai parti populiste, quoi. Un vrai parti populiste, anti-européen, par moments avec des accents xénophobes, voire antisémites, par moments extrêmement libertaire. C'est un parti très bizarre. Ce parti a conquis la ville de Rome, a conquis la ville de Turin, a conquis de nombreuses municipalités. Et d'ailleurs, ça marche très mal. De façon étonnante, malgré ça, ce parti reste en tête. Et donc, aujourd'hui, si effectivement il y a des élections anticipées, il y aura probablement un parti qui arrive en tête. Alors, s'il n'y a pas la nouvelle loi électorale, il sera peut-être obligé de composer. Si, entre-temps, la nouvelle loi électorale passe, il risque d'avoir une majorité. Et avec vraiment, là-dessus, un saut dans l'inconnu, parce que c'est un parti qui, notamment sur les grandes questions européennes, est totalement ingérable. Oui, ce problème de la loi électorale, Marc a raison, est fondamental. Or, l'Italie se trouve dans une situation de paradoxe, parce que pratiquement l'Italie n'a pas de loi électorale. Parce que Berlusconi avait changé la loi électorale en 2005 pour l'adapter à ses intérêts personnels et de son parti, à l'époque où il était au gouvernement. Et l'année dernière, cette loi électorale qui comporte une forte prime de majorité a été déclarée en partie inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel. Donc aujourd'hui, on a la loi électorale de Berlusconi sans prime de majorité. Pratiquement, c'est un proportionnel difficilement gérable. Parce qu'il n'y a pas, la loi n'a pas été conçue comme proportionnelle. Donc, il y a des choses qui manquent. Donc, l'Italie aurait besoin d'une loi électorale pour aller aux urnes. Si le non gagne, il est probable que même s'il y aura un gouvernement intérimaire et tout ça, l'Italie ira aux urnes. De toute façon, la législature commençait en 2013, terminée en 2018. Donc, aller aux urnes avec quelques mois d'avance en 2007, ce ne serait pas absurde. Mais pour aller aux urnes, il faut une loi électorale. Pour faire une loi électorale, il faut se mettre d'accord. Oui. Or, les partis se révèlent incapables de se mettre d'accord sur une loi électorale. Parce que pour faire une loi électorale ensemble, l'intérêt des grands partis est différent de l'intérêt des petits partis. C'est une situation extrêmement compliquée. C'est l'anarchie que vous nous décrivez là, et on sait qu'au-delà des enjeux purement politiques, il y a aussi des enjeux financiers. La troisième banque d'Italie, Monte dei Paschi, qui doit lever de l'argent, qui est au bord du dépôt de bilan et qui pourra entraîner une crise financière en Europe. Oui, mais ça, je ne pense pas que c'est catastrophique. La Deutsche Bank a eu des problèmes en Allemagne. Il y a d'autres banques qui ont eu ou auront des problèmes dans d'autres pays. Mais là, l'État va devoir sans doute la sauver, sinon l'emporte. Logiquement, une banque comme le Monte Paschi doit être sauvée, mais déjà, il est en train d'être sauvé. Et sans
doute, une victoire du non entraînerait une forte augmentation des taux d'intérêt sur les bons du Trésor de la dette publique italienne, ça c'est sûr. Isis, des illustrations de ce qui se joue dans ce référendum en Italie? Oui, alors un premier dessin de Mauro Biani, qui est un dessinateur italien, un dessin publié dans Il Manifesto. Et donc c'est un dessin assez intéressant parce que si vous le voyez... Non, là, oui, voilà. Là, voilà. Donc, c'est un panneau de signalisation, on pourrait voir avec les personnages comme ça, avec ces fonds rouges, un peu comme attention, et voilà, une montagne russe dans laquelle ils sont dans la montée, et les dessins qui titre prêt pour l'impact, question justement dont on aura la réponse les jours à venir. Cet autre dessin d'Aiglé, dessinateur de Burkina Faso, on voit justement Beppe Grillo, un mouvement de 5 étoiles, déjà presque vainqueur, un King Kong, voilà. Et on attendait aujourd'hui que justement BuzzFeed l'accusait d'être un agent des propagandes russes à travers les réseaux sociaux. Et cet autre dessin des CAC publié dans l'Opinion qui revient justement à ce qu'on parlait de Renzi qui a transformé le référendum un peu en vote de confiance. Et voilà, on reconnaît c'est Cameron qui vient lui donner un conseil justement. L'arme est efficace, les réglages sont capricieux. On voit cet énorme obus sur lequel c'est marqué référendum. Et voilà, on voit très bien qu'est-ce qui est arrivé à Cameron après le Brexit. Et cet autre dessin des Vado, dessinateur belge, un dessin publié dans l'Echo. Et là, on a vraiment le titre de dessin qui explique bien ce dont on parlait, la Brexit-trompisation du monde. Et donc, d'un côté, on a les noms avec Beppe Grillo, Berlusconi. De l'autre côté, on a un Renzi qui s'exclame « Mais je n'ai que des arguments des rationnels avancés. J'ai les soutiens des dirigeants étrangers, de l'Union européenne, des médias, des artistes et du monde économique. Bref, ce référendum est mal barré. » Parmi les dessins que vous évoquiez, celui qui, soupçonne la Russie, d'aider Beppe Grillo, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus souvent en ce moment, l'idée que la Russie pourrait tirer les ficelles du jeu électoral qu'on observe, ce qu'on a vu finalement, le Brexit, la victoire de Trump aux États-Unis, celle de Fillon dans la primaire à droite, Beppe Grillo, on vient de le voir dans ce dessin. Là, on est vraiment dans du conspirationnisme ou bien est-ce qu'il y a vraiment raison de s'inquiéter? Il y a deux choses. Évitons de faire du complotisme pour répondre au complotisme, qui est un des grands points forts justement de ces campagnes virales sur le web où les Russes excellent. Bon, c'est évident que les Russes font passer par de multiples biais une certaine propagande sur le web. Par ailleurs, si la Russie fascine aujourd'hui tout ce qui sont les extrêmes droites européennes, les droites européennes et tout, c'est pour des raisons qui n'ont rien à voir avec une propagande sournoise, etc. C'est par le fait que Poutine, posant à l'homme fort, posant à l'homme qui n'hésite pas à lancer des interventions armées comme en Syrie, etc., représente d'une certaine façon le rêve incarné de toutes les droites conservatrices et populistes. Ceci dit, j'espère que les 9/10 de ce délire est faux. J'espère que les démocraties ont les moyens de se protéger techniquement et avec intelligence de tentatives de manipulation qui pourraient être tout à fait possibles parce que plus on avance dans ce monde digital, cette révolution digitale, plus on s'aperçoit que les possibilités de tripatouillage, d'infiltration, d'influence, etc. sont techniquement faisables et immenses et elles peuvent changer peut-être un jour les règles du jeu. Donc j'espère que les démocraties ont les moyens de se protéger. La deuxième chose, c'est que le digital aussi est devenu un espèce de terrain de jeu politique qui échappe à toute règle. Quand on a vu le débat sur les fake news aux États-Unis, où on s'aperçoit que les gens croient, dur comme fer, à des choses aberrantes. Donc forcément, on peut dire sur Poutine que ceci, cela, et que finalement les gens finissent par y croire, ou que Mme Clinton fait des soirées sataniques, et les gens finissent par y croire. Donc je pense qu'il faut être prudent avec cette machine qu'on est en train de voir évoluer devant nous, la sécurité, les fake news, le contrôle. Je suis un peu, de temps en temps, un peu impressionné par tout ça. Non, mais si nos démocraties ont peur de la propagande sur Internet de la part de l'un ou l'autre pays étranger, nos démocraties sont vraiment mal barrées. Moi, sincèrement, je ne crois pas que le problème soit Poutine et son soutien hypothétique au mouvement 5 étoiles. Le mouvement 5 étoiles est capable de dire des absurdités tout seul sans besoin de Poutine.
Autre enjeu électoral dimanche en Autriche, qui pourrait devenir donc le premier pays européen dirigé par un président autoproclamé, pratiquement d'extrême droite, puisqu'en tout cas c'est ce qu'assume le Parti de la Liberté, les héritiers directs d'anciens nazis, il faut le dire, pour ce parti créé dans les années 50. Norbert Hofer est à nouveau en lice. Il va tenter cette fois de se faire élire. Il s'était fait battre en mai dernier par Alexander Van der Bellen, mais à l'époque, les 31 000 voix d'écart qui les séparaient ont été invalidées. C'est inquiétant, c'est important d'abord ce qui se passe en Autriche. C'est très inquiétant et très important parce que le FPE, donc mal nommé parce qu'il s'appelle Parti libéral, est un parti d'extrême droite, un des populistes, mais qui a de très évidentes racines avec le national-germanisme, avec un mouvement qui existait en Autriche avant même le nazisme et qui a fait le lit du nazisme, et qui a continué après, qui est cette idée que l'Autriche n'est pas une nation. Il y avait l'Empire austro-hongrois, ensuite l'Autriche est une partie de l'Allemagne. Et ce mouvement-là a recyclé tous les anciens nazis, et donc ce mouvement est réellement d'extrême droite, avec des très très forts relents nazis. Il y a encore quelques mois, il disait non, il parlait de la fiction de la nation autrichienne. Donc, dans ce contexte-là, ce n'est pas une extrême droite populiste comme une autre qui est en train de gagner. Alors l'Autriche avait été à l'avant-garde, tragiquement, il y a une quinzaine d'années, quand Jörg Haider avait été le premier dirigeant d'extrême droite à rentrer dans un gouvernement en coalition avec... Il y a une vingtaine d'années, une vingtaine d'années, en coalition avec les conservateurs. On se souvient de Kurt Waldheim, élu président dans les années 80, alors qu'on connaissait son passé. Et là, de nouveau, l'Autriche donnerait un très très mauvais signal, et aussi c'est celui d'un pays qui n'a jamais fait les comptes avec son passé, à différence de l'Allemagne. Réaction, Ziad, l'imam? Comme ça, de loin et en ne connaissant pas, ce qui me frappe aussi, c'est l'espèce d'intimité entre tous ces partis, entre l'extrême droite et puis les deux autres partis dits traditionnels, conservateurs et social-démocrates. On n'a pas senti, moi j'ai lu la presse, etc., j'ai pas senti des condamnations véhémentes de ces partis traditionnels. Ils ne sont pas le même interdit moral, quoi. Voilà, non, et puis je pense qu'il y a une espèce de culture de soi-disant coalition possible, on n'insulte pas l'avenir, etc. Et ce qui est très très ennuyeux, c'est que, en fait, que ce soit en Autriche ou peut-être ailleurs, peut-être on en parlera un jour en France, on n'a pas trouvé le discours qui est réellement un discours qui s'oppose et qui démonte ce discours populiste, quel qu'il soit. En France, il y a le cordon sanitaire autour du Front National qui existe depuis très longtemps. Oui, enfin, le cordon sanitaire, pour le moment, il diminue. Je vous rappelle qu'ils ont gagné les 3 dernières élections au premier tour. Oui, mais ils n'ont pas d'alliés électoraux. Mais parce que nous, on a, contrairement aux Italiens, inventé une machine électorale qui fait que c'est très difficile de passer, etc. Je dis juste que ce qu'on voit dans tout ça, c'est quand même le fond, c'est l'identité, c'est le retour à l'identité, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Moi, j'ai été frappé par des sondages où on voit dans des régions où le chômage baisse, où il n'y a pas d'émigrants, où il n'y a pas de danger évident, où il y a de la réindustrialisation, etc., ça vote front, ça vote extrême droite, ça vote comme ça. Même s'il n'y a pas de migrants, la question des migrants domine le débat politique européen aujourd'hui. Ça, c'est dramatique. Parce que ça traduit un sens de peur de l'autre, mais peur de soi-même même. Parce qu'on n'est pas capable de... Ce débat autrichien, cette élection autrichienne doit être interprétée aussi à la lumière de ce débat parfois absurde, parce que ça se déroule aussi dans des pays... Oui, alors justement, c'est la question, voilà. C'est en proportion, on a pris... plus de migrants au moment du grand flot de 2015 que l'Allemagne. 100 000 pour 8 millions d'habitants. C'est plus que l'Allemagne. Et en même temps, c'est un pays dont les indicateurs économiques sont tous excellents. Voilà. Et ce qui est fascinant, c'est la rapidité avec laquelle, là aussi, il y a eu un basculement. C'est la politique d'accueil des réfugiés d'Angela Merkel qui est jugée par les électeurs dans ce scrutin à travers les effets collatéraux qu'elle a sur les pays frontaliers de l'Allemagne, c'est ce que vous dites? C'est le fait que le débat sur l'immigration est fait de façon peu claire aujourd'hui en Europe. On n'a pas le courage de faire un vrai débat jusqu'au bout et de prendre des décisions conséquentes à niveau européen. Vous dites non, parce que le débat sur l'immigration nous regarde ensemble. C'est illusoire de penser de faire un mur à l'Italie. Et on est tous ensemble sur le même bateau. Vous dites non, Ziad Limad, c'est pas la politique d'accueil qui est jugée. Que les Allemands auraient pu peut-être s'entendre avec leurs voisins différents et variés qui sont dans la même union et donc qui partagent des intérêts très importants avant
avant d'accueillir 1 million de personnes, je pense qu'on aurait peut-être pu en parler ensemble, mais elle serait arrivée à rien, puisque tout le monde aurait dit non. Je note juste aussi que les partis d'extrême droite et la montée du populisme en Europe, elle est antécédente à la crise syrienne, à la crise irakienne, et puis on a découvert la migration du Sud dont les Italiens étaient en première ligne parce que la Libye a disparu de la carte à un moment, donc il n'y avait plus la police de l'autre côté. Mais les partis d'extrême droite, ça monte depuis la fin des années 70, début des années 80, c'est une montée inexorable. Donc que la perspective d'une émigration déstructurante, de l'invasion, le mot dont on ne parle pas, islam, qui est toujours un peu pas loin aussi, qui est très important en contexte d'attentat, etc. Tout ça, c'est clair. Mais qu'est-ce que les autres peuvent dire pour déconstruire ça, pour dire c'est pas en mettant des murs et des frontières et des barrières et c'est pas en votant pour des... Moi, je suis quand même épaté ce que tu disais, Marc, sur l'échec des maires 5 étoiles. Ça fait rien changer. La tragédie romaine, c'est une catastrophe, tout le monde s'en fiche. Les gens, si elle revient, ils revoteront. Donc il y a quand même un problème de discours. Il y a des illustrations justement sur cette élection en Autriche. Oui, alors j'ai un premier dessin qui va faire justement le passage entre l'Italie et l'Autriche, un dessin de Joubert Trams, un dessinateur des Pays-Bas. Voilà, un dessin qui dit long, les titres, ça s'appelle Massage cardiaque. On voit ces petits chiens avec son collier de l'Union européenne, les couleurs du drapeau, qui a déjà une première fuite du Brexit. Et ce qui est alarmant, c'est non seulement qu'il est inconscient, mais justement qu'il a attaché autour de lui un bâton des dynamites sur lesquels c'est marqué populisme. On ne sait pas s'il va vraiment réussir à se réveiller avant que les bâtons n'explosent. Et cet autre dessin des Debum, dessinateur suisse, extrême droite ou écolo, les Autrichiens partagés. Donc on voit ces électeurs... ces deux poubelles de recyclage, mais l'un n'empêche pas l'autre. On voit la première poubelle avec papier, l'autre sans papier, justement ce qu'on disait sur la politique des réfugiés et comment l'extrême droite s'est emparée justement pendant son discours des sélections. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à cette semaine dans le monde. Tout de suite, l'actualité, cette fois vue du net, un œil sur les médias. Un œil sur les médias, c'est avec Myriam Amlal. Bonjour Myriam. Bonjour Raphaël. Et le renoncement d'abord évidemment de François Hollande qui fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Alors, beaucoup de dessinateurs ont réagi, vous en doutez. J'ai sélectionné quelques dessins, j'ai fait attention de ne pas choisir les mêmes. Regardez celui-ci, il est pas mal. Voilà, on reprend un petit peu les classiques, j'ai envie de dire, du quinquennat de François Hollande. Le scooter, le casque, et puis François Hollande donc, qui se prend le panneau qui indique la direction de la primaire. Et il va dans l'autre sens. Donc voilà, un dessin que je trouve très, très drôle. Vous avez sur le site de France Info, justement, toute une série de dessins. J'en ai sélectionné quelques-uns. Regardez celui-ci, Hollande s'exprime, démerdez-vous, dit-il. Voilà, vous avez aussi celui-ci que j'ai trouvé très drôle, qui sous-entend qu'il a pris aussi, qu'il a pris des leçons après la primaire à droite. Hollande renonce, quand il n'y a pas d'eau, autant ne pas y aller. Et on voit Alain Juppé et Nicolas Sarkozy dans la piscine vide. Vous avez aussi cet autre dessin qui est pas mal aussi. Hollande renonce à un second mandat. J'aurais au moins réussi à inverser la courbe de ma popularité. Voilà pour tous ces dessins. Mais il y a aussi Manuel Valls. Et celui-ci, vous l'avez montré, j'ai bien vu, mais je l'ai gardé volontairement parce que il y a beaucoup de dessins où on voit Manuel Valls caricaturé un peu en mafieux. C'est en parrain. C'est un dessin qu'on retrouve un peu partout. Et puis aussi une image. Regardez par exemple ce tweet où on reprend le film La haine, Mathieu Kassovitz qui se regardait dans le miroir et qui imitait Don Corleone, donc le parrain. C'est moi le futur patron. Voilà, ça c'est une thématique qu'on retrouve aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Et puis donc Manuel Valls qui fête ce départ, ce renoncement de François Hollande, mais beaucoup commentent aussi le cas Valls, j'ai envie de dire. Les médias n'ont retenu aucune leçon pour eux, ça y est, c'est fait. Valls 2017 a déjà remporté la primaire. Voilà pour ce qui est de... Des ploucs. Oui. Il rajoute que nous sommes des ploucs. Bon. C'est vrai, c'est ce qu'il dit. Bon,
Voilà, on le cite quand même. Vous avez aussi ce tweet, je crois que je préfère marcher sur les Legos pointus tous les matins plutôt que de voter Valls. Et puis, autre chose dont j'aimerais vous parler rapidement, ce sont les sites, bien sûr, des journaux, des faux journaux satiriques, le Gorafi, qui dit que 95% des Français auraient souhaité que Hollande se présente juste pour le voir perdre et pleurer. Et puis, vous avez aussi ce site algérien Al-Menchar qui explique que le président algérien pensait qu'on ne pouvait pas renoncer à un mandat de son vivant. Donc, il a envoyé un message de condoléances à la famille Hollande, précisant tout de même que ce sont de faux journaux et de fausses informations, parce que Al-Manchar, beaucoup l'ont pris au premier degré, ont cru que Bouteflika avait vraiment envoyé. Voilà. Voilà, je ne sais pas si j'ai encore quelques minutes. Quelques secondes. 30 secondes, me dit-on. Je voulais juste signaler aussi ce best-of de Guillaume Tessé sur tous les montages photos avec François Hollande qu'on peut retrouver sur son site Facebook avec celui-ci, avec Hollande et Valls. Voilà, donc les 30 secondes sont écoulées, je pense. Malheureusement, merci beaucoup, Myriam. Une dernière information à vous donner. Le président angolais Dos Santos ne se présentera pas à un nouveau mandat en 2017. C'est la Radio Nationale qui l'annonce. Restez avec nous à suivre tout de suite un nouveau journal sur France 24.